Les municipales du 15 mars et du 22 mars 2020, c'est pour bientôt. On en parle dans ces politiques. Et on va en parler avec quelqu'un qui est candidate à la possession. Bonsoir Sarah Rupert. Sarah Rupert, oui. Alors, la première question que je vais poser, c'est qui est Sarah Rupert? En fait, je suis née à la possession. Je suis infirmière à domicile depuis 20 ans dans mes quartiers. Et je suis engagée en politique depuis 2011 dans un parti politique. Et j'ai pris mes distances en 2015 après le régional. Aujourd'hui, quelles sont les valeurs politiques que vous portez? Je suis sans étiquette, mais je garde quand même mes valeurs de gauche. Je viens d'un parti populaire, très modeste. J'ai connu grandir dans une maison sans eau, sans électricité, donc je sais ce que c'est qu'une vie difficile. Et je crois aussi à l'ascension sociale par l'éducation. Donc c'est des valeurs que je garde, que je défends, mais je ne fais plus partie au parti politique parce que pendant mon petit parcours au sein de certains partis politiques, j'ai vu que des fois, l'humain ne compte pas, c'est les stratégies qui comptent. J'allais dire aujourd'hui, quel est votre parcours dans le milieu associatif, par exemple? Je ne suis pas dans une association, mais je travaille sur le terrain en tant qu'infirmière. J'aide les gens que je connais, pas forcément des patients, mais c'est ma passion. J'aime ça, aider. Et c'est comme ça qu'en 2011, je me suis dit, pourquoi pas me lancer? D'abord comme candidate auprès d'un candidat au départemental. Et j'ai compris qu'en fait, si on veut changer les choses, c'est pas en faisant de l'aide ponctuelle. Mais désolé. Quand on est infirmière à domicile, c'est un petit peu le souci. On nous appelle souvent. Je vais baisser le son. Ça sera également sur la vidéo. Ah, c'est vrai. Donc voilà. Et donc j'ai compris qu'en fait, pour changer les choses, peut-être qu'il faut quand même s'investir dans le milieu politique pour faire changer les choses, en fait, apporter des projets, des solutions à ces problèmes-là. Alors, depuis 2011, quel est votre parcours en politique? En 2011, donc, j'étais candidate au départemental. En 2014, j'ai présenté ma liste, mais un peu sur le tard, parce que justement, on avait eu des accords qui ne m'ont pas plu. Et après, en 2015, pareil, j'ai été sur la liste de Le Breton au premier tour, au régional, et au second tour dans la majorité de gauche pour les régionales 2015. Et après, je me suis éloignée des partis politiques. Aujourd'hui, quelle est votre vision de la politique? Je trouve qu'il faut... D'ailleurs, ça se voit chez d'autres personnes. Je vois que dans des villes comme par exemple Saint-Paul, ou des candidats qui sont sur le terrain depuis un an pour... peu importe leur parti, pour préparer l'élection. Et dernière minute, à un mois des élections, on leur dit il faut faire place parce qu'on soutient d'autres candidats. Moi, je trouve ça que c'est injuste. On ne respecte pas les gens, on ne respecte pas le citoyen. Donc, je trouve que les citoyens devraient plus s'engager parce qu'on a eu le mouvement Gilets jaunes auquel j'ai participé à ma manière, où j'étais sur les stands et tout pour discuter, pour échanger avec les gens. Et il y a ce qu'on dit et ce qu'on ne fait pas, en fait. Et donc, je dis aux gens, il faudrait que, tout comme nous, on est tous des citoyens, on a tous droit à s'investir et à la parole et à proposer. Il faut y aller et oser. C'est vrai que quand vous faites vous vous présentez par exemple au municipal, ça demande des moyens financiers quand même, c'est sûr. Mais bon, il faut quand même pas se laisser abattre et y aller et oser, quoi. Alors, aujourd'hui, ça fait, comme vous êtes infirmière, donc quelle est votre connaissance de ce terrain qu'est la possession? Je suis dans tous les quartiers. Dans tous les quartiers et dans toutes les couches sociales, je veux dire. Donc, c'est vrai que tout le monde a des problèmes, que ce soit les gens aisés, moins aisés, tout le monde a des problèmes à divers stades, que ce soit au niveau des enfants, au niveau des personnes âgées. Et donc, tout ça fait que je trouve qu'au niveau de la municipalité, on devrait mettre des projets qui soient plus en phase aux besoins des gens. Et quand on n'est pas sur le terrain en permanence, des fois, les actions sont un petit peu en décalage aux attentes. Donc, ce qui veut dire que vous êtes sur le terrain depuis combien de temps? Si on considère le fait que je travaille tous les jours dans les quartiers, ça fait 20 ans. 20 ans sur le terrain. Aujourd'hui, quelles sont les demandes de la population? Quels sont les projets que les citoyens de la possession demandent aux candidats? Alors, les gens ne veulent pas des grands projets style je voudrais faire un téléphérique, un grand port. C'est pas ça qu'ils ont besoin aujourd'hui. La condition de vie des gens sont difficiles. Vous avez par exemple le problème des personnes âgées. Peu importe votre niveau social, quand vous avez des parents qui sont âgés, malades et que vous travaillez et que vous n'avez personne pour les faire garder ou pour surveiller, on a besoin donc de plus de soutien de ce côté-là. Donc c'est pour ça que moi dans mon projet, j'ai proposé justement de faire des familles d'accueil pour accueillir les gens de manière temporaire, mais la journée, qu'on puisse maintenir comme les personnes âgées dans leur famille. Après, il y a les jeunes, c'est un problème énorme dans tous les domaines et je pense que je vais promouvoir un projet qui vraiment dans tous les domaines
autour de la jeunesse qui est important. Parce que dans le domaine du développement durable, dans le domaine de l'éducation, tout ça, si on veut lutter contre les insécurités, contre l'échec scolaire et les incivilités, ça passera automatiquement par l'éducation de nos jeunes. Quels sont les autres projets que vous avez développés au cours de cette campagne? Alors, moi, ce que je voudrais, c'est le logement. Bon, logement senior, il y en a, mais pas dans la façon qu'on voudrait le faire, parce qu'ils ont fait des logements seniors, mais c'est un HLM typique. Il faudra aller plus loin avec un système de conciergerie pour que la personne âgée, quand elle est dans son immeuble, si elle a un problème, elle a une personne référente qui est là 24h/24. Ça créerait de l'emploi. Ça ne coûterait pas énormément et ça apporterait beaucoup à la population. Après, vous avez par exemple le projet de Dodane qui est à l'abandon. C'est de l'argent jeté par la fenêtre. Le projet de Dodane qui a été abandonné, du TCO. C'est quoi ce projet? C'était le pôle... un pôle économique? Non, pôle sport et avec bassin de baignade, qui a été un échec, 6 millions jetés par la fenêtre, qui est à l'abandon, qui a été mis aux enchères, mais qu'on ne trouve pas de preneur. Moi, je dis qu'il faut le garder. Faire une maison de développement durable pour justement permettre aux enfants scolaires de la possession, mais d'ailleurs de pouvoir s'initier justement aux gestes écologiques, environnementaux. À côté de ça, de faire un camping, et vraiment pour qu'on puisse faire des classes de développement durable pour les enfants et que les familles puissent venir le week-end et aussi s'inspirer de ça. Et pourquoi pas une salle polyvalente pour les fêtes de quartier ou les mariages ou ce genre de choses. On l'a vu sur la fin de sa mandature et de son règne, l'ancien maire. L'ancien maire a urbanisé, a construit des maisons sur le centre-ville. Vanessa Miranville, en arrivant en 2014, a repris les projets, a consolidé ces constructions. Le logement à la possession, qu'on souvent on pointe du doigt comme ville dortoir, est-ce qu'il faut continuer à construire des logements ou est-ce qu'il faut penser à une autre façon de construire des maisons? Moi, je trouve que ce projet de cœur de ville et de Moulin-Joly, c'est quasiment une densification de logements sur une petite surface. J'ai énormément de patients dans ces quartiers-là. Et quand vous êtes sur votre balcon, vous avez vu direct sur le salon du voisin, vous ouvrez votre fenêtre pour faire votre cuisine, vous avez vu sur votre voisin. Je trouve que ça horrible. Après, les gens sont dans un demandeur de logement, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés d'accepter. Ça crée des problèmes de voisinage énormément, de destruction de matériel, de projets collectifs. Et je pense qu'il faut arrêter de faire donc ces logements collectifs densifiés sur des espaces restreints et plus développer les logements individuels, mais social, comme à l'époque on faisait, où les gens, même s'ils ne peuvent pas acheter, parce qu'aujourd'hui c'est réservé seulement à une classe moyenne qui pourrait, en accès à propriété, avoir droit à ces logements, et les gens qui sont plus modestes, ils n'ont plus le droit, en fait, ils n'ont plus accès à ce genre de logement individuel. Et je pense qu'il faudrait arrêter un peu ces HLM et commencer à construire un peu plus de maisons individuelles sur les mi-pentes en tout cas. Là, on voit sur le bas, on essaye de préserver ce qui reste de terrain. Il y a de la part de Vanessa Miranville, il y a une végétalisation, en tout cas d'une partie, en tout cas de ce cœur de ville, entre autres. Qui est prévu, qui n'est pas encore sorti. Il y a un petit jardin partagé, mais bon, à la surface de la possession, on va pas dire que c'est une petite surface, c'est la végétalisation de la... Oui, c'est entre deux immeubles. Bien sûr, oui. C'est quand même bien, oui. Ouais. Non, je disais... Allez, on va en rigoler, puisque vous y tenez. La question, Sarah Rupert, c'est comment justement préserver ces espaces-là pour végétaliser maintenant et ne pas attendre que ça soit vraiment, tout soit bétonné, parce qu'il y a aussi le problème d'évacuation, de l'assainissement et d'évacuation d'eau. Et on le voit aujourd'hui dans la plupart des centres-villes à La Réunion, le même problème revient à chaque fois qu'il y a de fortes pluies. On a construit parfois, même sur des ravines, et l'eau reprend sa place. Ça dépend d'une volonté politique. Si vous laissez, alors, dès qu'il y a une petite parcelle, on rase tout, on vend promoteur immobilier, alors, parce qu'après, il y a toujours ce côté aussi. Vous avez sur les mi-hauteurs de la possession, c'est dès qu'il y a un petit bout de parcelle. On parlera des mi-pentes juste après, justement. Voilà. Mais toujours, dès qu'il y a une parcelle, en centre-ville d'ailleurs, la moindre espace maintenant est destiné à la construction d'immeubles. À cause du coût du terrain et à cause de la promotion. Donc, à mon avis, peut-être que la mairie devrait, dans le PLU, vous revoir ce genre de choses pour permettre de ralentir un peu, on ne va pas dire stopper, mais au moins ralentir donc cette densification de construction d'immeubles et de construction en général. D'accord. Alors, juste pour rappeler que PLU ou plus, c'est juste le plan local d'urbanisme. Ouais. Et je reviens donc sur la mi-pente. On sait que
On le voit à Sainte-Marie, au niveau Beau Séjour, on a construit à mi-pente, on a beaucoup urbanisé. La possession va aller dans ce sens-là, parce que de toute façon, sur certains mi-pentes, ça a déjà bien construit. Ça a bien construit, on voit bien que ça a d'année à... Là, en ce moment, par exemple, vous avez au moins 3 ou 4 lotissements qui sortent de terre. Donc, on voit bien qu'il y a une escalade parce qu'en centre-ville, il y a moins d'espace. Les lotissements privés poussent pas mal. Et il y a encore pas mal d'espaces verts, et où des gens, justement, attendent de pouvoir déclasser et faire des lotissements. Donc, à ce moment-là, il faudra réguler ce côté-là aussi. Par contre, quand on va vers Dodane, il reste de la place. C'est ce qui m'a toujours surpris. Pourtant, les terres agricoles ne sont plus aussi exploitées qu'avant, mais on laisse à l'abandon parce qu'apparemment, on attend le temps nécessaire pour pouvoir urbaniser. Après, quand même, Dodane commence à se développer. Est-ce qu'après, il y a une volonté, peut-être les gens, pour voir si c'est attractif. Parce que, en général, quand on investit dans une maison, ce sont des jeunes couples avec des enfants, et sortir de Dodane pour travailler sur la ville sur le littoral et pour scolariser ses enfants, c'est compliqué. Donc, il y a peut-être ça aussi qui joue, qui fait que c'est pas intéressant pour le promoteur. Et puis, autour, il n'y a pas d'école. Il n'y a pas de service. Voilà, enfin, on essaie de préserver ce qu'il y a. Il y a un médecin qui monte 2 fois par semaine, on a un cabinet paramédical qui résiste, une pharmacie qui est en... Et l'école, il y a encore une école, je crois, mais qui n'est pas... Enfin, qui ne répond pas aux attentes des gens qui habitent sur dedans, si je vais dire ça comme ça. D'accord. Alors, concernant l'agriculture, aujourd'hui, est-ce que c'est encore quelque chose de, j'allais dire, qui peut aider, qui peut contribuer au développement économique? Est-ce qu'il faut miser sur l'agriculture? Le Dodane, de toute façon, il y a des familles qui sont là depuis longtemps, ils arrivent à cultiver certaines choses qui répondent à un besoin sur le littoral. Mais c'est sûr que ce ne sera pas là l'avenir, je pense, l'avenir de Dodane. Il faudra miser plus sur le tourisme, à mon avis. D'accord. Alors, d'abord cette question. Le tourisme, comment développer le tourisme? Et rendre la ville attractive déjà. Notamment par ce projet, par exemple, qui pourrait amener les gens sur Dodane. Parce qu'en fait, Dodane, c'est un lieu de passage pour faire des randonnées. Mais tout le monde ne sont pas des gens qui font des randonnées. Donc, nous, à la possession, demain, je voudrais faire un pique-nique, je suis obligée d'aller ailleurs, parce que chez nous, il n'y a pas de place pour pique-niquer. Et vous n'allez pas pique-niquer sur le littoral à 35-40 degrés. Vous allez chercher un peu de fraîcheur. Donc, on a un bourg-là-haut qui est préservé, plein de fraîcheur. C'est là qu'il faut miser et à rendre attractif. Donc, les gens vont pouvoir peut-être ouvrir des cafés, des petits restaurants, relancer cette économie de proximité. Donc, je pense que là aussi, c'est la clé et pas seulement l'agriculture. Alors, je reviens sur l'agriculture, justement. Est-ce qu'aujourd'hui, ne serait-ce que pour pouvoir apporter un peu plus de produits frais à la restauration scolaire, aux cantines scolaires, est-ce que c'est possible de soutenir l'agriculture pour qu'au moins les produits qui sont réussis sur le territoire de la possession finissent dans les assiettes des enfants? Oui, mais alors personnellement, moi ce que je voudrais, c'est que négocier, on va dire ça comme ça, négocier avec les agriculteurs de Dodane pour une agriculture saine. Moins de produits chimiques. J'allais dire bio, mais bio. On va peut-être pas aller je ne vais pas aller jusqu'au bio parce que c'est compliqué. Les sols sont déjà quand même pollués. Après, il y a bio et bio, quoi. Soyons réalistes, mais quand même avoir un partenariat équitable et qu'au moins on respecte certaines chartes pour que vraiment cette agriculture qui pourrait fournir nos écoles soit quand même de meilleure qualité et un peu plus sain. À ce moment-là, oui, 100%, on va soutenir cette agriculture qui pourrait atterrir dans les assiettes de nos enfants. Et la possession, c'est aussi toute une histoire, hein, parce qu'il y a la Grande Chaloupe. Juste, je reviens là-dessus. Comment faire pour que ça soit... le tourisme permet aussi de découvrir à la possession son histoire, parce que la possession a une histoire. Quand on va à la Grande Chaloupe, le chemin des Anglais... Le petit train. Et ça, pour l'instant, on ne voit pas la possession se vendre, entre guillemets. Parce que pareil, c'est toujours la volonté politique. Après, c'est compliqué aussi. Déjà, au niveau de l'histoire, au niveau même des écoles. Je me souviens quand j'étais plus petite, c'est vrai qu'on avait ces sorties de découverte de notre patrimoine, la Grande Chaloupe, petit train, tout ça. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Donc, il y a tout un maillage au niveau des associations aussi. Moi, je prône pour que les associations culturelles qui défendent notre identité culturelle et notre patrimoine local se mettent plus en avant. Est-ce qu'il y a moins de moyens qui est donné? Donc là-dessus, on doit jouer pour que justement on puisse mettre en place un maillage d'associations pour inciter justement les gens qui habitent la ville, mais ceux d'ailleurs, découvrir notre patrimoine et notre culture à la possession. Et justement, pour revenir au tourisme, est-ce que aujourd'hui la possession exploite son potentiel touristique des Hauts?
Je ne pense pas, enfin, au niveau Mafat, peut-être oui. J'allais dire, Mafat, c'est naturel. Voilà, hein, c'est vrai que Mafat, c'est la clé, quoi. Mais après, quand vous parlez de déo, je pense que vous parlez peut-être de Dan. Les sentiers, les balades. C'est vrai qu'on a certains sentiers sont connus maintenant toujours des marcheurs, ceux qui font le grand raid et machin. Mais il n'y a pas assez de chemins balisés, par exemple, pour les enfants, des sentiers de randonnée pour la famille et les enfants. Il faudrait mettre en place. Il y a les chemins de bord qui doivent se faire mais qui ne sont pas terminés. Donc, tous ces genres de choses, c'est donc un projet qu'on doit mettre en place pour développer et favoriser ce tourisme local, positionnel déjà, et après pour l'extérieur. Alors, puisqu'on parle de sentier, on va parler de route. Vous savez la question? J'imagine, oui. Comment faire pour que ça roule un peu, qu'il y ait plus ce commun circulatoire? Déjà, je vais vous dire un truc. J'ai fait une action avec des amis, on est parti prendre le bus. Et on se rend compte, finalement, c'est tellement compliqué. J'ai dû attendre 1 heure à une station de bus pour avoir un bus pour rentrer chez soi. Alors, ça coupe l'envie de prendre un bus. Hein. On prend toute sa voiture quand on fait ça. Donc, il faut revoir déjà le réseau de bus. Après, moi, par exemple, mes parents, ils ont 70 ans. L'arrêt de bus, je ne sais pas combien de mètres de leur maison. Quand vous êtes âgé, ce n'est pas possible. Donc, il faut revoir, je pense, avec le TCO, parce que c'est un partenariat avec la communauté commune, de revoir donc la circulation des bus sur le territoire et plus de minibus dans les quartiers et revoir les horaires. Parce que si on a 1 heure pour attendre un bus, les gens vont toujours se tourner vers les voitures et donc on sera asphyxié, de toute façon. Donc, revoir un petit peu comment les bus... Desservir le réseau de bus sur notre ville. Tout le territoire de la possession, voilà. Y compris les taxis. Pour l'instant, ils sont quasiment absents. D'accord. Et c'est vrai qu'avant, ça rendait beaucoup service. Donc, je pense qu'il faut revoir ça, un partenariat pour un réseau. Parce qu'en fait, le réseau de bus se fait entre le port et la possession. Donc, c'est normal que ça crée des heures d'attente. Parce que quand ils sont coincés sur le port, ils ne peuvent pas monter à cause des embouteillages. Donc, peut-être faire un système interne de distribution de réseau de bus, minibus en interne sur la possession, ou voir faire appel à des taxis individuels. Mettre en place un TCSP ou pas? C'est trop compliqué. Oui, parce que vu comment la ville est faite, c'est compliqué, moi je trouve. D'accord. C'est prévu sur une certaine route principale, mais bon, je demande à voir, et puis c'est pas très long, donc je vois pas l'intérêt. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une solution pour, aux heures de pointe, diminuer les bouchons à l'entrée? Le chemin qui va vers la mairie, le chemin qui permet de sortir de la possession pour reprendre la route du littoral. Est-ce que là, il y a des solutions ou pas? On pourrait dire que de faire du covoiturage, ce genre de choses, mais après, il faut être réaliste. Les gens, voilà. Moi, je connais des gens par exemple, qui vont déposer la voiture sur le parking devant l'église et prendre le bus pour aller au travail. Parce que leurs bureaux sont... Il y a des espaces pour garer les voitures et pour prendre le bus. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Donc, vraiment, après, c'est vrai que si on avait eu un système de transport entre Saint-Denis et la Possession ou vers le sud plus rapide, peut-être que les gens pourraient plus déposer leur voiture et prendre le transport commun. Sachant que l'entrée de Saint-Denis le matin est rapidement saturée au niveau du Cap-Bernard. Et de l'autre côté, c'est pareil. Ouais. Donc, voilà. Et alors, aujourd'hui, il nous reste 1 minute et demie. Là, dans quel état d'esprit vous partez à cette élection? On est serein, on est motivé. Je dis on parce qu'on est une équipe. Je suis tête de liste, mais on est une équipe. Et nous sommes faits quoi? Notre liste est faite de gens, de citoyens qui sont engagés, qui ont une richesse au niveau personnel et professionnel. Donc tout ça, on amène une certaine expertise parce qu'on a vécu à la possession, parce que le citoyen qui habite en ville, c'est lui qui connaît mieux ses problèmes, c'est lui qui pourra mieux apporter des solutions. Et il faut arrêter avec l'élite, quoi, parce que on a toujours l'impression que chaque fois, c'est réservé à une élection locale ou autre, réservé à une certaine classe sociale ou à certaines personnes, et non, tous, il faut y aller. En tant qu'infirmière, c'est une réalité. On voit qu'il y a une partie de la population, souvent la plus précaire, qui est exclue de la mairie. Oui, parce que on va pas les chercher aussi. On va pas chercher ces personnes-là. On estime qu'ils sont là juste on va leur apporter la solution, alors que on apporte la solution pour ces gens-là, alors que c'est eux qui devraient nous donner la solution pour justement répondre à leurs attentes. Donc il y a un cheminement qui n'est pas normal. Et moi, c'est ce que je veux apporter à travers ma liste, à travers mon parcours et à travers mon projet. Il faut prendre plus de temps pour expliquer aux citoyens que le pouvoir leur appartient. Exactement. Que c'est à eux de changer leur vie. Oui. Alors des fois même, je suis un petit peu dure, je clash un petit peu en disant que
Vous laissez les autres prendre votre place. D'accord? Si vous voulez que les choses bougent, ben, vous devez bouger. C'est à vous de prendre votre place et pas d'attendre qu'on vienne vous chercher. Et je veux dire, c'est à soi de s'émanciper. Parce que si on reste là, on pleure, ou alors on me dit, ah, je ne vais pas voter, je dis, ben, parce que je suis plus d'accord, mais si tu n'es pas d'accord, tu ne vas pas voter, ils resteront en place. Donc, venez voter pour le changement. Merci Sarah Rupert. Merci, je rappelle donc vous. vous êtes candidate au municipal à la possession. C'est donc les 15 et 22 mars le vote. Donc encore plus d'un mois, près d'un mois et demi de campagne à faire. Donc bon courage à vous. Merci beaucoup. Nous, on va se séparer. D'abord, merci Lalène, merci François et surtout merci à vous de nous suivre. Je vous souhaite un bon début de soirée.